Hier, c'est vrai, nous étions dans le 3e millénaire de notre ère, avec une démonstration brillante pour nous montrer que l'appropriation d'un outil pouvait en effet nous aider à diffuser des idées et à conduire à des changements de société, dont Céline nous a très bien démontré et convaincu que l'utilisation de ces outils pouvait changer. Donc moi, c'est un retour de quelques millénaires pour faire un peu le même exercice, mais il y a quelques millénaires en arrière. Donc, je me suis posé beaucoup de questions, puisque innovation, technologie, organisation, je dirais que c'est presque un titre de séminaire archéologique. On passe notre temps à traquer l'innovation pour essayer de cerner les sociétés du passé, et toute notre chronologie est basée sur ces évolutions technologiques qui ponctuent l'histoire de l'humanité. Et donc, quoi choisir comme exemple dans un séminaire à la CLUSA qui ne soit pas trop rébarbatif pour illustrer qu'un outil, quelle que soit la période, à partir du moment où on l'invente et qu'on se l'approprie, eh bien, ça change fondamentalement la vie quotidienne des sociétés qui l'utilisent. Alors il y a un outil, j'aurais pu piocher dans les 3 millions d'années, c'est long, hein, l'histoire de l'humanité est longue, 3 millions d'années. Donc aujourd'hui, où on travaille dans un temps très court, moi déjà, je suis sur un temps qui n'a rien à voir avec notre temps court d'aujourd'hui. Donc, 3 millions d'années, j'aurais pu choisir l'outil des chasseurs-cueilleurs qui, entre 3 millions et moins 10 000 ans, sont partis du premier galet aménagé jusqu'à l'invention de l'arc, en passant par des superbes bifaces ou toute une industrie, l'industrie de Cro-Magnon qui est absolument superbe, sur l'âme, avec de très bel armement, de très beaux harpons, etc. J'aurais pu choisir ce type d'outil qui montre l'évolution technologique sur la pierre taillée, le paléolithique, la pierre taillée. Je travaille au musée de Bibracte, vous l'avez dit, depuis 20 ans, sur une civilisation, les Gaulois. Les Gaulois, c'est plus récent, c'est il y a 2500 ans. Hein. Les Gaulois commencent à moins 700 avant notre ère et finissent avec la colonisation romaine en 0 ou en 50. J'aurais pu travailler sur le métal. C'est aussi les innovations métallurgiques de l'âge du fer sont fondamentales. Précédemment, il y avait celles de l'âge du bronze, qui ont été des vrais créateurs. Les bronziers sont les vrais premiers créateurs. J'aurais pu choisir ça. Eh bien, non, j'ai choisi de vous parler de quelque chose de beaucoup plus banal, une innovation que l'on côtoie, dont on est encore dépendant aujourd'hui. Eh bien, c'est celle de la cuisine à l'eau. Ouais, c'est vrai, il y avait des choses plus rigolotes. J'aurais pu parler aussi des inhumations, des rites funéraires, de l'évolution de la chirurgie au paléolithique. Bon, moins rigolo. Mais donc, l'innovation, la cuisine à l'eau. Alors, pourquoi j'ai choisi ça ? Parce que la cuisine à l'eau, c'est la cuisine, elle est banale. C'est celle de tous les jours. C'est celle de nos potages, de nos soupes, de nos bouillies, de nos bouillabaisse, de nos pots-jousses, de nos potées. C'est quelque chose de banal, on la fréquente tous les jours, elle est même un peu dévalorisée parce qu'elle fait un peu penser à des cuisines de régime, et pourtant c'est une vraie révolution, c'est une vraie innovation dans l'histoire de l'alimentation. Alors l'histoire de l'alimentation, je me suis positionné, l'homme, je le situe, moins de 3 millions d'années. De 3 millions d'années jusqu'à 750 000 ans avant notre ère, l'homme est un bipède, primate, omnivore qui mange cru essentiellement des produits de sa cueillette, de la chasse, du charronnage. Il mange cru. 750 000, il prend l'habitude d'utiliser le feu, de le domestiquer comme on dit, et à partir de là, à ces crudités, il rajoute les grillades pour l'essentiel. Ça change énormément de choses. Premier choc, tous les jours, on mange des crudités. On a rajouté des grillades, on a gardé le goût de la grillade, en particulier l'été, ce goût du barbecue, il remonte à 750 000 ans. Il y a 750 000 ans, messieurs, que vous adorez faire des barbecues l'été.
Et ça a changé énormément de choses dans la nourriture à partir du moment où vous mangez grillé vos antilopes, vos cuisses de mammouth ou votre gigot de chevreuil. Ça change, vous mangez quand même mieux, vous assimilez mieux les protéines, etc. Donc le feu a déjà été dans la cuisine une vraie innovation. Mais c'est un feu grillé, c'est du barbecue. Évidemment, on grille, on fume aussi, ça permet de conserver, on va fumer, on va sécher au feu. Donc c'était une grande chose. Moins 750 000. Et là, je vous propose la cuisine à l'eau. On est à moins 6 000. Vous voyez le temps de diffusion ? Entre 750 000 et 6 000, il ne se passe rien. Enfin, il ne se passe rien, on continue à faire nos grillades, nos barbecues. Et puis, à 6 000 ans, on invente la cuisine à l'eau. Alors pourquoi la cuisine à l'eau à 6 000 ans? C'est quoi la cuisine à l'eau? Qu'est-ce qu'elle nécessite, la cuisine à l'eau? La cuisine, pour faire de la cuisine à l'eau, il faut déjà un récipient qui est étanche et qui va sur le feu. Alors, des récipients étanches, des cuirs, des choses comme ça, il y en avait. Des outres, on transportait dans des cuirs. Mais le récipient étanche qui va au feu, eh bien, c'est une innovation qui date dans nos régions de moins 6 000 ans. Cette innovation, c'est plus qu'une innovation, là, c'est une invention d'une nouvelle matière artificielle. Et c'est la première que l'humanité a inventée. La matière artificielle qui est faite d'une matière naturelle que l'on transforme sous l'action du feu, eh bien, c'est la terre cuite qu'on appelle la céramique. Donc, dans l'histoire de l'humanité, les innovations des matériaux, il n'y en a pas tant que ça. L'homme utilise la pierre depuis longtemps, utilise les matières organiques, le bois, l'os, et puis beaucoup plus récemment le métal, mais là, la première matière artificielle que l'homme va inventer, c'est la céramique il y a 6 000 ans. La céramique, alors pourquoi la terre, on se dit que l'homme, depuis 2 millions d'années, il a touché la terre, il a vu la terre. Non, parce que pendant entre 3 millions et 6 000 ans, l'homme est un chasseur, est un cueilleur, est un pêcheur, est un nomade, et quand vous êtes chasseur, vous ne travaillez pas la terre. Vous ne connaissez pas la terre. Même si vous vivez en grotte, même si en grotte, il y a de la terre, il y a de l'argile, mais c'est de l'argile de remplissage de grotte, c'est de l'argile qui n'est pas une argile, je dirais, liée à l'alimentation. Tandis qu'à 6 000 ans, l'homme va connaître la terre. Alors, pourquoi connaît-il la terre? Parce qu'on est dans une vraie révolution. Jusque là, l'homme est un chasseur-cueilleur, collecteur, il prélève sa nourriture dans l'environnement. Ça, c'est la plus grande partie de notre humanité, c'est ça. On continue à aller aux champignons, on continue à aller aux pissenlits. On n'a pas oublié qu'on a été ça. Mais il y a 6 000 ans, 10 000 ans dans le croissant fertile, en Irak, Iran, sud de la Syrie, on voit de nouvelles habitudes pour acquérir de la nourriture. On abandonne la chasse, on commence à domestiquer des animaux et on commence à faire pousser, à sélectionner des plantes que l'on va cultiver pour produire sa nourriture. Ces plantes sont des blés, des orges, sauvages au départ, et que l'on va sélectionner, et des animaux, les caprins, les porcins et les bœufs qui vont être domestiqués dans cette région-là. Et quand on parle de diffusion, pour arriver chez nous, dans ce qui est notre péninsule européenne tout à l'ouest, eh bien, ça va mettre 4000 ans. En suivant, de proche en proche, c'est là que la diffusion des réseaux sociaux de l'époque, les réseaux sociaux, c'est la proximité, c'est le village d'à côté, c'est la communauté d'à côté qui va se transmettre ces modes de culture, d'agriculture, d'élevage, et on voit se diffuser par 2 réseaux de diffusion, soit en suivant les côtes méditerranéennes
par cabotage, la diffusion de l'agriculture et de l'élevage vont se diffuser sur la Méditerranée, arriver chez nous de côté de Nice vers moins 6006 à peu près, tandis qu'il y a un autre courant de diffusion, c'est l'autoroute qui est le Danube qui va diffuser jusque dans toutes les plaines du Nord toutes ces pratiques agricoles et pastorales qui vont vraiment changer complètement les civilisations. C'est pour ça qu'on parle de révolution, parce que là, désormais, la nourriture est vraiment, c'est un changement total dans les comportements. L'agriculture et l'élevage modifient totalement la société, puisque quand vous êtes éleveur, mais surtout quand vous êtes agriculteur, vous ne vous déplacez pas, vous ne suivez pas les champs de blé. Les troupeaux, on peut encore les suivre, mais les champs de blé, on reste autour d'eux. Donc avec l'agriculture, on devient sédentaire. On abandonne le camping, on abandonne de suivre les troupeaux. On reste sur place, on va construire des vraies maisons. Et des grandes maisons... on va construire des vraies maisons sédentaires, même si, à cause des rotations des cultures, on va les habiter quelques années, puis on y reviendra quand il y aura un assolement. Mais ça, c'est du détail. On devient sédentaire et on devient en communauté villageoise. Donc, on passe de communauté de campeurs, chasseurs, à une communauté sédentaire de villageois. Donc ça change complètement la société. Quand vous avez besoin de faire de l'agriculture, la période s'appelle le néolithique. Néolithique, ça veut dire la nouvelle pierre. Nouvelle pierre, pourquoi ? Parce que à côté de tout l'outillage en pierre taillée de tous mes Cro-Magnons, de tous mes hommes depuis 3 millions d'années, où je taille du silex pour faire des couteaux, des lames, etc., eh bien, on rajoute un outil qui est la pierre polie. La pierre polie, ça va être une hache qui va permettre de couper la forêt, parce qu'un champ de blé, ça ne pousse pas sous forêt. Un champ de petits pois non plus, ni un champ de lentilles. Ça ne pousse pas sous les arbres. Donc on déforeste. Donc on change complètement, on commence à vraiment agir sur l'environnement. Et pour déforester, il faut un outil performant qui est la hache en pierre polie. En plus, la hache en pierre polie, c'est aussi une nouvelle matériau. C'est pour ça l'archéologie, ça touche à tout. Donc c'est aussi la gestion de nouvelles matières. Mais bon, je ne peux pas parler de tout. Et donc le néolithique, qui est vraiment cette... J'étais dans les changements de société, la déforestation, l'environnement, pour revenir à ma céramique. Donc, quand vous travaillez la terre, voilà pourquoi la poterie apparaît à ce moment-là. Elle répond à 2 besoins. C'est ça, un outil, c'est à la fois une réponse à un besoin et aussi une découverte technologique. Ça va avec. Vous êtes producteur de graines, de blé ou d'orge. Donc, vous pouvez en faire de la farine. Vous l'écrasez avec une pierre, vous en faites de la farine. La farine, vous connaissez le principe du feu depuis longtemps, vous pouvez faire des galettes. Donc, les graines, on sait les manger en farine sous forme de galettes. Donc, la poterie ne répond pas obligatoirement au besoin de cuire les céréales à l'eau. Mais la céramique va permettre de rajouter aux galettes, de rajouter des bouillies. Va rajouter quelque chose. Ça donne l'opportunité, c'est un outil qui donne l'opportunité de diversifier sa nourriture. De même, la viande, bon, l'éleveur, il élève ses cochons, ses chèvres et ses moutons pour manger, mais il peut les manger, il peut continuer à les manger au barbecue. Il n'est pas obligé de faire un pot-au-feu. Donc, la céramique ne répond pas au besoin de manger, de préparer la viande différemment, mais elle va donner l'opportunité de beaucoup mieux manger, parce que la viande, les bas morceaux, les morceaux de 2e catégorie aujourd'hui, à la grillade, c'est pas terrible, hein, c'est plein de tendons, c'est nerveux, ce sont des viandes dures. Dès que vous les faites bouillir plus de 3 heures, le collagène va va fondre et vous arrivez à avoir des bouillons avec des viandes tendres.
Un pot-au-feu, il n'est bon que s'il a cuit 3 heures, aujourd'hui comme hier. Donc il faut que ça cuise longtemps pour que le collagène soit complètement dissous et qu'on puisse le manger. Donc l'opportunité de la céramique va permettre une meilleure alimentation, va permettre de manger, d'utiliser tous les morceaux, donc une nouvelle économie dans la nourriture, et va diversifier les apports nutritifs. Alors pourquoi la céramique apparaît-elle ? Elle se dit, mais pourquoi on l'invente ? Bon, d'abord parce que le paysan, contrairement au chasseur, travaille la terre. Donc la terre, le sol agricole en général, est en grande partie constitué d'argile. L'argile, ce sont des minéraux qui sont enfeuillés, c'est des silicates d'alumine qui sont enfeuillés, et entre les feuillets, il y a des molécules d'eau. Et ces molécules d'eau, si vous mettez entre 2 feuilles des billes, entre les feuilles des billes, ça devient une matière plastique. Dès que le minéraux argileux est hydraté, il devient plastique à cause de sa structure chimique. Et par contre, lorsque vous faites cuire cette terre que vous avez modelée, qui est plastique à cause de la constitution chimique de l'argile, eh bien, le fait de faire cuire, les gouttes d'eau qui sont entre les feuillets disparaissent, les feuillets se collent les uns aux autres de façon irréversible, et là vous avez un nouveau matériau qui devient étanche, qui garde la forme que vous lui avez donnée, et vous avez inventé la céramique. Un matériau qui est vraiment qui va être modelable à faire des formes. D'abord, de la terre, il y en a partout. Toutes les terres ne se valent pas, mais quand même, il y en a partout. C'est un matériau pas cher que tous les hommes ont à leur disposition. Des potiers, il y en a plein. Bon, maintenant, ça s'est un peu sélectionné, mais des potiers, il y en avait pratiquement dans tous les villages, partout. Donc, tout le monde peut faire la terre. Alors, elle a un défaut, ça se casse. Ça, c'est pour le bonheur des archéologues, parce que comme ça se casse, que le tesson, lui, il pourrit pas et qu'on retrouve partout, on croule sous les tonnes de tessons. Mais le tesson est inaltérable, mais le pot, lui, on va le changer de forme, on va le modeler comme on veut. On va faire, tout à l'heure, il y avait quelques images de mes poteries néolithiques. Bon, alors ça, ce sont et dès qu'on a compris qu'on pouvait modeler la terre, on en a fait des formes. Ben là, elles sont bourguignonnes, elles ont 5000 ans, elles viennent d'une grotte de Bourgogne que j'ai fouillée. Dès le départ, on va avoir des grands vases de stockage, on va avoir des marmites resserrées pour faire de la cuisine différente, on va avoir des petits bols pour servir des parts individuels, on va avoir des bols de soupe, ça y est, c'est avec le néolithique qu'on invente le bol de soupe qui apparaît. Donc la plasticité de l'argile va laisser une gamme d'imagination très grande au potier, mais toujours avec ce but fonctionnel. Et là, si la céramique, donc très ancienne, sont rendues étanches par la qualité de l'argile, mais aussi par le soin apporté au potier, ce sont des céramiques qui sont bien lissées. Dans l'histoire de la céramique, on verra qu'au XIVe siècle seulement, on va vernisser les céramiques, on va inventer la faïence. Mais ça, c'est il y a 5 siècles. Là, je suis en millénaire. Donc là, on ne va pas avoir de grands apports dans l'évolution de la céramique, mais dès le néolithique, j'ai déjà beaucoup de formes pour cuisiner des choses différentes. Il est évident que je ne cuisine pas pareil dans un plat à forme ouverte, où je vais pouvoir faire des braisés, des petites choses avec une évaporation de l'eau, où je vais rajouter tout doucement de l'eau, ou au contraire une grande marmite dans laquelle je vais pouvoir faire un gros pot-au-feu avec des gros morceaux et des choses comme ça. Donc dès le départ, avec l'invention de la céramique, j'ai une cuisine qui va se diversifier dans les goûts, dans les façons de cuisiner,
enfin dans les façons de cuisiner. Je reste de la cuisine au feu de bois, je reste de la cuisine longue, de la cuisine mitonnée, de la cuisine qui va me permettre d'avoir cette alimentation de bouillie, donc sucrée, beaucoup plus sucrée qu'à l'époque du Paléolithique, où je suis quand même très protéinée. Là, on devient beaucoup plus sucré, on rajoute les bouillons, on rajoute les choses. Donc là, la céramique, c'est vraiment une invention qui répond pas, je dis, à un besoin, parce qu'on dit toujours, ça répond aussi au besoin de stocker les graines. C'est vrai que les graines, c'est peut-être une des raisons de l'invention de la céramique. Quand vous êtes céréalier, les paniers, c'est à trous. Donc c'est pas facile de stocker les graines. Vous pouvez faire des sacs en cuir, c'est lourd et c'est pas très volumineux. Là il n'y a pas de vase de stockage, mais dès qu'on a fait de la céramique, on a pu faire des grands vases de stockage pour stocker les graines qui vont pas. C'est fluide un sac de graines, donc c'est quand même c'est presque un liquide. Donc on a besoin de quelque chose d'étanche qui va stocker. Donc la céramique, c'est aussi une connaissance pratique, une découverte d'un matériau, mais ça répond à un besoin, le stockage, et ça va donner l'opportunité d'une nouvelle cuisine, d'une nouvelle alimentation, d'une nouvelle façon de se nourrir. Et cette cuisine à l'eau, qui est donc banale, elle n'est pas très vieille dans notre histoire. Alors la céramique, c'est quelque chose qui, n'étant pas vernissé, va apporter des goûts de terre. La terre, elle a des compositions chimiques suivant l'origine des roches, d'érosion qui l'ont donné, qui l'ont élaboré. Donc on va avoir des goûts différents suivant les régions, suivant les potiers en général rajoutent dans la terre pure, rajoutent des éléments non plastiques, du sable, de l'os pilé, de la chamotte, c'est-à-dire des vieilles céramiques que l'on repile. Tout ça, ce sont des échanges gustatifs qui vont jouer dans la cuisine et dans les échanges chimiques dans la cuisine néolithique, dans la cuisine à l'eau, à la terre non vernissée. C'est vrai que dans l'évolution de la céramique, quand on passera au grès, le grès, on en a tous chez nous, c'est solide, c'est neutre, ça apporte pas de goût. La faïence, c'est pareil, c'est la céramique vernissée, il n'y a plus de goût, sauf si elle devient poreuse. Mais donc, on a perdu dans les goûts de terre, on a perdu des échanges. C'est pour ça que quand vous achetez les diables pour faire les pommes de terre au four, etc., qui sont non vernissés, il y a un échange thermique, il y a un échange de goût. Et la cuisine est différente. On l'a pas oublié, cette cuisine à la céramique. On en a tous des plats en terre chez nous, on a tous des plats encore, c'est resté. Donc cette évolution, cette innovation, cette invention de la céramique, c'est quelque chose qui change complètement notre cuisine, mais qui est due à une révolution fondamentale, qui est l'apparition de l'agriculture et de l'élevage, qui s'est diffusée donc depuis le croissant fertile jusqu'à nos régions.